bonsoir. Le chômage a augmenté au mois de septembre, plus 1%. Au total, il y a dans notre pays près de 2 800 000 Français qui cherchent du travail. Cette hausse sensible en septembre est due à l'inscription de nombreux jeunes à la NPE et à la progression de licenciements économiques. Claude Guénaud. Après une amélioration éphémère en août, septembre rechute. Le chômage touche maintenant 2 772 000 personnes, soit 26 000 demandeurs d'emploi de plus en un mois. Ainsi, en un an, le chômage a progressé de 11%. Avec un taux de 9,6, il concerne près d'un actif sur 10. D'après les prévisions de l'INSEE, l'année se solderait par 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires par rapport à 90, pour culminer à plus de 2 800 000. Mais la barre des 3 millions de chômeurs ne serait pas atteinte à la fin de l'année. En septembre, c'est le chômage des jeunes qui a surtout progressé. Les licenciements économiques ont aussi pesé avec 40 000 emplois détruits. Les seuls indicateurs encourageants sont la progression des offres d'emploi et l'augmentation des sorties de chômage. En fait, la reprise économique se faisant attendre, le gouvernement compte surtout sur son plan emploi, en faveur des jeunes sans formation notamment, pour enrayer la montée du chômage. La polémique suscitée par la contamination des hémophiles prend un tour plus politique. Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, a décidé d'attaquer en diffamation le professeur Roux, l'ancien directeur de la santé, inculpé dans cette affaire et membre par ailleurs du Parti communiste, avait accusé hier l'ancien Premier ministre d'avoir prélevé une dépense consacrée à la santé et de l'avoir affectée à un autre poste budgétaire. Il est en partie revenu sur ses propos aujourd'hui, mais cette controverse ne doit pas faire oublier l'essentiel, le sort des hémophiles. Ils seront indemnisés, le président de la République l'a confirmé, mais pour eux cette indemnisation n'est que la réparation d'une injustice qui a duré beaucoup trop longtemps. Ils sont aujourd'hui satisfaits de cette mesure, cela n'efface pas pour autant le drame qu'ils vivent au quotidien. Alain Chabot et Joseph Tual. Une famille parmi tant d'autres, ou presque. Les Boucher habitent Paris. Leur fils Ludovic a 16 ans. Il est hémophile de naissance. En 85, on lui apprend qu'il est devenu séropositif à la suite de l'injection de produits sanguins contaminés. Depuis, la maladie a évolué en sida déclaré. Ça m'oblige à aller à peu près tous les 3 semaines à l'hôpital pour avoir des immunogammaglobulines, parce que je ne me défends plus contre les maladies et ce médicament me permet d'avoir une vie à peu près normale, parce que si je n'ai pas ce médicament, une grippe peut me tuer, quoi. Il y a 2 ans, les assurances et l'État mettent sur pied le fonds de solidarité pour indemniser tous les hémophiles qui sont dans le cas de Ludovic. Madame Boucher reçoit cette lettre. On lui propose 100 000 francs à condition qu'elle renonce à toute poursuite. J'ai décidé de ne pas accepter les 100 000 francs qui m'étaient proposés, parce que, bon, vous accepteriez 100 000 francs pour la vie de votre fils. Non, ça s'achète pas, ça. Monsieur et Madame Boucher ont donc déposé plainte pour empoisonnement. Hémophiles et transfusés sont ainsi de plus en plus nombreux à recourir à la justice pour obtenir gain de cause. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les victimes du scandale du sida, c'est le droit à l'indemnisation. François Mitterrand a reçu cette semaine le représentant des hémophiles. Il lui a promis qu'un dispositif serait bientôt mis en place pour tous les transfusés contaminés. Nous voulons avoir très rapidement une proposition concrète sur laquelle nous puissions travailler. C'est évident. Actuellement, nous n'avons rien de détaillé et concret sur ce projet. Pour garantir le futur dispositif, les victimes souhaitent un texte de loi, évoqué d'ailleurs par le ministre des Affaires sociales. À Bercy, les experts des finances planchent sur le chiffrage du projet. Ludovic, lui, sait que la vie n'a pas de prix. C'était malheureusement prévisible. Le énième cessez-le-feu entre Serbes et Croates n'a pas tenu et Dubrovnik est de nouveau bombardé par l'armée fédérale. L'armée qui interdit à tout journaliste de se rendre à Dubrovnik. Pourtant, notre confrère Jean-Louis Ravalet a réussi à se rendre dans la ville assiégée. Il confirme qu'une attaque de grande ampleur se prépare, mais affirme aussi que le centre historique n'est pas détruit. Voici sa correspondance. Dubrovnik entame sa 25e nuit de siège. La ville est toujours sous blocus et l'on voit très distinctement des remparts de la vieille cité, les 7 ou 8 bâtiments de guerre qui croissent en permanence au large, interdisant tout accès. À intervalles réguliers, un de ces navires s'approche de la côte et pilonne intensivement les hauteurs de la ville, là où les soldats croates s'organisent pour repousser les troupes serbes, cantonnées à quelques kilomètres de là seulement. Les alertes aériennes retentissent régulièrement, même si pour l'instant Dubrovnik n'a pas subi ce type de bombardement. Ici, le blocus commence à faire effet, on s'éclaire à la bougie et l'on puise de l'eau dans le port. Un peu partout, les civils apeurés sont obligés de faire la queue
afin d'obtenir quelques vivres. Des vivres qui, selon les estimations, devraient être épuisés d'ici 15 jours environ. Jean-Louis Ravalet à Dubrovnik pour FR3. Les Polonais vont voter dimanche pour la première fois depuis la chute du communisme librement, mais tristement. La campagne des élections législatives est marquée par une forte amertume des salariés, nous l'avons vu hier, mais aussi des paysans, nous allons le voir ce soir. Ils étaient sous le régime communiste la catégorie la plus choyée et ils recevaient des aides de l'État. Le plan d'austérité économique a tout changé. Ils traversent aujourd'hui de grandes difficultés. Vous allez le voir dans le reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Robin Teboul. Dans la campagne de Mazovie, à l'est de la Pologne, ce n'est pas encore la disette, mais c'est déjà l'appauvrissement général. Du temps des communistes, les prix agricoles étaient soutenus, l'achat de matériel subventionné, le crédit peu cher. Les revenus de Józef Roguski ont chuté. Le lait vaut 2 fois moins cher que l'an dernier. Comme d'autres, ils pensent à l'ultime solution, vendre quelques-unes de ces 9 vaches. On n'arrive plus à écouler notre viande sur le marché, parce que la Pologne importe de la viande d'Allemagne. C'est moins cher. Nous, on pourrait nourrir le pays, mais il faudrait nous payer le prix juste. Józef Roguski est l'un des 2 plus gros agriculteurs du village. Mais il n'est pas endetté, il n'a pas accumulé non plus beaucoup d'économies pour faire face au marasme. Résultat, impossible de payer pour faire drainer ces 28 hectares de champs humides. Impossible aussi de construire les bâtiments pour la ferme. Comme dit sa femme Elisabetta, nous aurons juste de quoi survivre. Ce qui l'inquiète le plus, pouvoir continuer l'éducation des 3 enfants à l'école aujourd'hui. Seul l'un d'eux restera à la ferme. Son rêve pour les 2 autres, fonctionnaires. On ne peut rien faire. On ne sait pas à qui s'adresser. Personne ne veut nous entendre. Les paysans vont disparaître. Monsieur Roguski père et sa femme vivent la fin d'une époque, celle de la Pologne, premier pays agricole d'Europe centrale, avec ses milliers de minuscules exploitations et ses coopératives coûteuses. Prix en chute libre, produits qu'on n'arrive plus à écouler. Ici, on vit les mêmes tourments que les agriculteurs français. Les paysans polonais attendaient les investissements occidentaux pour moderniser leur industrie agroalimentaire. Les investisseurs ne sont toujours pas arrivés. Ils n'acceptent pas que les produits alimentaires de l'Ouest viennent inonder leur pays. Selon eux, la politique actuelle accélère la disparition des paysans polonais. Tous les Français vivant au Zaïre vont devoir quitter le pays. La France a pris cette décision pour des raisons de sécurité. Les émeutes et les pillages continuent en effet dans plusieurs villes zaïroises et Paris a préféré cesser sa coopération avec Kinshasa. Retour en France avec une rubrique judiciaire chargée à l'effet d'un procès spectaculaire qui touche à sa fin. Joël Penel, accusé de captation d'héritage et de séquestration, risque 20 ans de prison. C'est la peine demandée par le procureur. Aujourd'hui, plaidoirie, les 3 avocats de Joël Penel se sont attachés à démontrer qu'elle n'était pas coupable de séquestration. C'est en effet l'accusation la plus forte qui pèse sur elle. Compte rendu d'audience à Draguignan, Albert Ripamonti et Patrick Messner. Qui est donc Joël Penel, la geôlière de Madame de Canson, celle qui l'a séquestrée avant de la dépouiller de ses biens, ou bien celle qui après tout n'a fait que recueillir une vieille dame sans domicile fixe qui s'apprêtait à terminer sa vie. Cette thèse, c'est bien sûr celle de la défense. Pour maître Giudicelli, Joël Penel n'est en aucun cas le cerveau d'un casse du siècle, et d'ailleurs le crime de séquestration ne tient pas. Sinon, pourquoi tous ces témoins, ces femmes de chambre et ces médecins que l'on appelle à plusieurs reprises au chevet de Madame de Canson? Maître Andréani, lui, s'adresse aux jurés. Faites le vide dans votre tête, oubliez tout ce que vous avez lu et entendu, oubliez les mots tortionnaire et bourreau et jugez sur des certitudes. En fait, il paraît clair que dans un premier temps, Madame de Canson est allée s'installer volontairement chez Joël Penel, mais ensuite a-t-elle voulu revenir sur sa décision et l'en a-t-on empêché? Force est de constater qu'après 3 semaines de débat, la question reste toujours sans réponse. Et pour les jurés de Draguignan, ce sera donc une affaire d'intime conviction. La liberté par erreur, le meurtrier présumé d'un jeune beurre abattu l'année dernière à Neuilly-sur-Marne a quitté sa prison. Libre après seulement 1 an de détention provisoire et surtout à cause d'un retard de l'instruction, une bavure judiciaire en quelque sorte qui scandalise bien sûr la famille de la victime. Reportage Christian Desplaces et Pierre Dick. À la cité des Fauvettes de Neuilly-sur-Marne, Mebarka Karar a la mémoire douloureuse. Il y a 1 an, elle n'a pas compris pourquoi son fils de 19 ans était mort. Aujourd'hui, elle ne peut comprendre pourquoi le meurtrier de Camissi a été remis
en liberté. Je suis victime des deux côtés maintenant. Je suis victime de l'assassin, je suis victime du juge. Le meurtrier présumé de Camissi, Roger Maillard, a bénéficié d'une erreur du juge d'instruction de Bobigny. Résultat, nullité de procédure. En suivant la loi, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris l'a donc remis en liberté. Quelle va être maintenant la réaction des jeunes de la cité? Il y a 1 an, ils avaient manifesté leur colère. Pour toute explication de son geste meurtrier, Roger Maillard avait dit qu'il se sentait gêné par le bruit. Aujourd'hui, ces mêmes jeunes pourraient redescendre dans la rue. Ils veulent faire une manifestation, mais dans le calme, dans le silence, et je serai avec eux. Et s'ils veulent le faire, je suis là. Mais il n'y aura aucun dégât. Ils estiment trop leurs copains, ils aiment bien leurs amis, puis ils sont dans le deuil comme moi. Une seule certitude, Roger Maillard sera bel et bien jugé. Mais pour cicatriser sa peine, la cité des Fauvettes avait sans doute besoin d'autre chose qu'un accroc judiciaire. 2 responsables de la SNCF inculpés pour faux et usage de faux. Ils sont soupçonnés d'avoir travesti les faits à la suite d'un accident mortel à Messac, en Ille-et-Vilaine. Manifestement, ces dirigeants ont gommé volontairement des passages encombrants du rapport sur l'accident. Ils voulaient ainsi éviter que la SNCF ne soit mise en cause. Un avocat a tout découvert, il pourrait y avoir de nouvelles inculpations. De la 3 à Rennes, Éric Piolet et Jacques Poulain. Le 15 juin 89, un wagon chargé de traverses dévale une pente de 15 pour 1000 sur un chantier SNCF de Messac. Le système de frein et le gros caillou qui le bloquait ont lâché. Le wagon fou percute 1200 mètres plus bas une automobile qui franchissait un passage à niveau. Son conducteur est tué. L'enquête aboutit rapidement à l'inculpation pour homicide involontaire d'Albert Boutier, un cheminot accusé d'avoir commis une faute. Le juge d'instruction se fonde notamment sur un rapport d'activité interne à la SNCF. En mai 91, coup de théâtre. L'avocat de la défense découvre avec l'aide de la CGT que le document remis à la justice a été tronqué. Il fournit aujourd'hui ses preuves. À gauche, l'original, à droite, le faux transmis au juge. Ils se ressemblent, mais en page 3, on s'aperçoit que certains paragraphes ont disparu, en particulier ceux soulignés en vert et qui sont les plus gênants pour la SNCF. On a supprimé, par exemple, les passages indiquant que l'agent n'avait pas la qualification pour faire le travail qu'on lui reprochait d'avoir mal fait. Ce sont donc des documents orientés qui ont été fournis au juge d'instruction en chargeant d'un côté l'agent de base et en déchargeant les responsabilités de la direction des services. Les perquisitions de la PJ à Rennes et Paris ont confirmé cette volonté d'occulter les éléments où la SNCF reconnaissait certaines défaillances en matière de sécurité. Cela a conduit à l'inculpation de 2 hauts fonctionnaires pour faux et usage de faux. Un directeur d'équipement de Rennes et un adjoint du service juridique de la Direction nationale à Paris. D'autres hauts responsables qui étaient au courant de ce maquillage pourraient être mis en cause ces prochaines semaines. Béatrice Nivois résume d'autres événements. Après le meurtre dimanche d'un jeune gendarme à Toulouse, le portrait robot de l'un des 2 malfaiteurs toujours en fuite a été diffusé. Un portrait robot établi d'après divers témoignages. Le jeune gendarme de 19 ans avait été tué à bout portant par 3 balles de 11,43 alors qu'il essayait de rattraper 2 hommes qui refusaient de se prêter à un contrôle d'identité. Faible succès pour la vidéo-rencontre à laquelle le ministère de la Justice a eu recours aujourd'hui pour expliquer son projet de réforme de la départementalisation. 2000 personnes sur les 13 000 attendues. Les syndicats des magistrats avaient appelé au boycott en opposant le prix de cette rencontre, 610 000 francs, au manque d'effectifs et de matériel dans les tribunaux. Guerre des pétitions devant les portes de l'usine Renault-Cléon dans l'Eure, une usine paralysée depuis 2 jours, en grève depuis 1 semaine. La CGT demande de réelles négociations à la direction, notamment sur les salaires. Cette grève a des répercussions sur le fonctionnement d'autres usines Renault à Sandouville et Dieppe, où des mesures de chômage partiel ont été prises. Les 11 tonnes de hashish saisies à Boulogne-sur-Mer dimanche viennent d'être brûlées dans un haut fourneau de la région. Cette combustion n'a entraîné aucun désagrément pour la population ou les ouvriers de l'usine, car la fumée était récupérée en circuit fermé. Il a fallu 2 semi-remorques pour transporter les 440 sacs de hashish. Les douaniers avaient saisi ces 11 tonnes d'une valeur de 330 millions de francs par accident. Premier vol de 5 heures aujourd'hui à Toulouse de l'Airbus 340, premier long courrier européen concurrent direct du Boeing 747. Après 15 mois d'essai en vol, sa première mise en service aura lieu en 1993. C'est la compagnie allemande Lufthansa qui en aura la primeur.
Propriété privée interdit, ce panneau qui illustre bien l'attachement sacro-saint à la propriété privée est souvent ignoré par les chasseurs et en toute légalité. C'est surprenant. Eh bien, Brice Lalonde veut mettre fin à cette aberration en proposant une réforme. Les proprios et les écolos vont applaudir. Si ce droit de non-chasse passe et que la réforme est acceptée, les propriétaires pourront faire de leur terrain des refuges pour animaux. On l'imagine, les réactions de chasseurs ne se sont pas fait attendre. Caroline Sins. Aujourd'hui, dans 400 communes de France, tout propriétaire d'un terrain de moins de 20 hectares est obligé de laisser chasser sur ses terres. De nombreux propriétaires non chasseurs réclament depuis longtemps de pouvoir protéger leur terrain. Du fait qu'ils ont un fusil sur l'épaule, ça leur donne les droits de tout saccager. Les clôtures, on nous couche les clôtures, on ne les remonte même pas les clôtures. On attend que la chasse soit terminée et à ce moment-là, on redresse les clôtures pour qu'on nous les recasse l'année suivante. Le projet de loi présenté par Brice Lalonde, appuyé par les associations de protection de la nature, veut changer cet état de fait. Les propriétaires pourront, s'ils le désirent, transformer leur terrain en réserve de chasse. Les écologistes et les chasseurs se retrouvent à nouveau dos à dos, même si Brice Lalonde souhaite un consensus. Mon Dieu, les affaires de chasse, c'est comme le lait sur le feu. Il faut faire attention, les passions deviennent très rapides. C'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient qu'il n'y ait plus de chasse du tout. Il y a des chasseurs qui disent, oh là là, il faut toucher à rien, autrement tout est foutu. Non, il faut évoluer. Mais les organisations de chasseurs ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Brice Lalonde. Nous ne sommes pas contre le fait d'évoluer, mais qu'on nous respecte, nous chasseurs, qu'on arrête de nous tirer dessus carrément par le biais des tribunaux administratifs et du Conseil d'État pour l'application de directives pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Une cellule de crise des chasseurs a déjà été constituée. Des manifestations pourraient être organisées à Paris ou à Bruxelles. Si votre enfant fait des caprices ou se montre grognon, ne soyez pas inquiet pour autant. Si en revanche, il se montre trop sage, ne vous pâmez pas, ce n'est pas nécessairement rassurant. En effet, aujourd'hui, les médecins vont contre les idées reçues. Après plusieurs études, ils se sont rendus compte qu'un bébé trop sage pouvait être plus tard un enfant renfermé et même autiste. Sans paniquer les parents, ils veulent les alerter des gens comme les parents du petit Mathieu. Ils ont dû se rendre à l'évidence, ils n'y étaient pas préparés. Catherine Matoche, Hervé Gutmann. Mathieu est âgé de 4 ans, tandis que les autres petits garçons de son âge parleraient pendant des heures de leur passion des tracteurs. Mathieu, lui, n'a que son sourire et son regard pour exprimer cet immense moment de bonheur. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Il était trop calme. Il ne jouait pas comme jouait par exemple ma fille à son âge. Il était dans son coin, il ne bougeait pas. Quel était son jeu préféré ? Son jeu préféré, c'était un fer à repasser. La fonction d'un enfant, c'est un peu de donner du souci à ses parents. C'est pas de paraître transparent. Tous les enfants sages ne sont pas des enfants inquiétants, mais un enfant qui ne fait pas parler de lui, un enfant trop sage, transparent, ça peut dans certains cas témoigner d'une certaine souffrance psychologique chez l'enfant. La souffrance de Mathieu, quelle est-elle? Cet enfant était, comme on dit, sage comme une image. Mais à l'âge de l'apprentissage de la parole, Mathieu s'est enfermé dans son silence, comme s'il refusait de grandir. Depuis 2 ans, Mathieu se rend chaque matin à la Milletterie, un hôpital de jour à Poitiers. Il y poursuit sa scolarité, mais surtout il y découvre les autres, la relation avec les autres. Il faudrait quasiment éduquer les parents avant le gamin. On ne sait pas faire, on n'a pas la patience, on n'a pas le savoir-faire. Pour vous, le plus important aujourd'hui, ce serait quoi? Que la parole se déclenche. Pour moi, le plus important, c'est ça. Qu'il puisse me répondre à mes questions par la parole, non par les gestes. L'extrême sagesse d'un enfant associée à l'absence de toute stimulation, cela peut se révéler un jour dévastateur, mais difficile alors d'identifier cette sagesse-là, véritable bombe à retardement. L'enfant trop sage, c'est vraiment celui qui fait jamais parler de lui dans tous les secteurs de la vie, aussi bien avec les copains qu'à la maison, à l'école. Au fond, on n'a rien à dire de lui. Et je crois que c'est grave quand on n'a rien à dire de quelqu'un, y compris d'un enfant. Osera-t-on un jour parler d'un certain impérialisme britannique dans le monde du rugby? Daniel Dubroca, l'entraîneur du 15 de France, a démissionné sous la pression des organisateurs de la Coupe du monde de rugby anglais, par hasard.
Il est vrai que Dubroca n'a pas été très flegmatique. À la fin du match de quart de finale France-Angleterre au Parc des Princes, il avait un petit peu bousculé l'arbitre. Alain Dorgans. Daniel Dubroca recueille les fruits de la colère britannique suite à la polémique née de l'incident qui a vu Daniel Dubroca interpeller l'arbitre M. Bishop. L'entraîneur du 15 de France a décidé de mettre un terme à ses fonctions. La pression des organisateurs de la Coupe du Monde auprès des instances dirigeantes n'est pas étrangère à la démission de Daniel Dubroca. Justice, je ne sais pas si c'est une injustice, mais je dis que les Anglais font un peu un fromage de tout ça. C'est vrai que bon, il y a eu des mots peut-être que j'ai eu des mots envers l'arbitre, mais il est certain que il n'avait pas fait de rapport à l'issue du match. C'est que bon, ces mots que je lui avais prononcés, il ne les a pas jugés déplacés dans un premier temps, mais il a eu beaucoup de pression de la part des Britanniques pour faire un rapport, et ce rapport il l'a fait lundi soir ou mardi, de manière à contenter un petit peu tout le monde anglais, tout le monde britannique. L'après-Coupe du Monde a véritablement commencé pour le rugby français après les retraits de Daniel Dubroca et de Jean Triot. À 3 mois du tournoi des 5 nations, la fédération va devoir se doter d'un nouvel encadrement. L'encadrement pratiquement est démissionnaire, alors il faut le remplacer. Je pense qu'il appartiendra à mon successeur, à Jean Fabre, de préparer l'avenir. Le remplaçant de Daniel Dubroca sera connu avant le 15 décembre. On l'appelait avant-hier le poste à galène, hier le transistor, c'est aujourd'hui suranné, presque poétique. Aujourd'hui on dit la FM et demain on va dire la radio numérique. C'est hard pour un son soft. Un son qualité laser, c'est ce que vous entendrez dans 5 ans sur votre radio, bien loin en effet de la TSF et presque dans la science-fiction. C'est la future révolution de l'audio. Les grands patrons de la radio se plongent déjà dans ce son futuriste. Michel Vial et Georges Minangua. La radio numérique, c'est ça. Pour le moment, ce prototype expérimental qu'on pourra voir fonctionner demain encore au CNIT sur 2 véhicules équipés par TDF. Le système est révolutionnaire car en utilisant une faible puissance à l'émetteur, il élimine tous les parasites et surtout, il multipliera par 2 ou 3 le nombre des fréquences. En moins d'une décennie, il fera faire à la radio un progrès plus spectaculaire qu'en 60 ans. Ce que l'on aura un jour, c'est comme le magnétoscope pour l'image, la sélection des sons, c'est-à-dire que si vous vous intéressez au sport, vous pourrez régler votre enregistreur numérique qui choisira tout ce qui se sera dit sur toutes les radios sur le sport. Si c'est sur la médecine, si c'est sur la gastronomie, vous aurez en rentrant chez vous donc une espèce de sélection de tous les programmes qui vous intéressent. Certaines stations seront donc peut-être cryptées, elles seront en tout cas de plus en plus ciblées et l'informatique y tiendra une place plus grande. Mais en multipliant ainsi les fréquences, la radio numérique risque d'émietter un marché publicitaire déjà bien saturé. La grande question, c'est effectivement cette angoisse économique. Parce qu'on s'aperçoit déjà aujourd'hui, avec l'expérience de la FM en France, que même dans des grandes villes comme Paris, on a beaucoup de mal à trouver de la publicité locale. Quel que soit le nombre et le type des radios qu'engendrera le système numérique, la radio de l'an 2000 n'aura décidément rien à voir avec celle que nous avons connue. Nous la consommerons sans doute comme la télévision haute définition qui est en train de naître, c'est-à-dire en y mettant le prix. Fin de ce 19-20, Laurence Piquet vous donnera d'autres informations à 22h50. La météo du week-end dans quelques secondes avec Michel Touret. Bonsoir, bon week-end à lundi 19h. Bonsoir.